On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des matinées de l'innovation. Si vous avez une PME, vous désirez faire de la recherche, du développement, bien, restez avec nous. Mais d'abord, parlons des enjeux 2015 dans le comté d'Iberville, mais aussi à l'Assemblée nationale, avec la députée de la CAQ, Claire Sanson. L'Assemblée nationale à Québec va reprendre ses travaux prochainement. Entre-temps, les députés s'y préparent. Vous avez probablement vu dans l'actualité des caucus de précession de la part du Parti québécois, du Parti libéral, mais aussi de la Coalition Avenir Québec. D'ailleurs, pas plus tard que lundi et mardi, c'était à Sorel que ça se passait. Elle est fraîchement débarquée. C'est la députée d'Iberville, Claire Sanson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je suis heureuse d'être là. De quoi avez-vous discuté durant ces 2 journées à Sorel? De beaucoup de choses. C'est des journées bien remplies. Bien sûr, on a fait un mini post-mortem de la dernière session, mais on a surtout discuté beaucoup des dossiers chauds qui s'en viennent. Il y en a plusieurs. Et la position des différents députés, les recherches qu'on a besoin de faire pour peaufiner comme il faut nos propositions. Alors, on a travaillé fort, mais on sera prêt. Bon. Parmi les sujets à l'ordre du jour, et même on l'a vu un peu à l'occasion des différents bye-bye dans le temps des fêtes, visiblement, l'austérité frappe l'imaginaire. En même temps, l'austérité au Québec, c'est peut-être pas l'austérité que les gens ont vécue en Grèce ou dans d'autres pays. En même temps, on connaît un peu l'idéologie de la CAQ à l'égard des finances publiques. Est-ce que le gouvernement libéral en fait assez ou est-ce que le gouvernement libéral aurait peut-être même dû en faire davantage? Moi, je pense que le gouvernement libéral ne l'a juste pas bien fait. Qu'on décide de nettoyer les finances publiques, qu'on se ramène à un budget équilibré, on en est, j'en suis. Mais il y a des façons de faire les choses. Et je vous donne un exemple. Bon, tout ce qui a été mis de l'avant du côté de l'éducation a été de la pure improvisation. On en a la preuve, là. Ça fait 8 mois qu'on opère sur le patient, puis il est toujours aux soins intensifs. On ne sait toujours pas ce que ça va donner. Le problème des garderies, même scénario. Improvisation totale. Là, on reconnaît qu'il y a un problème, mais on n'a aucune idée, puis on admet qu'on ne sait pas comment régler le problème. Si je regarde la santé, beaucoup de choses ont brassé, à peu près tous les aspects du système de la santé ont été mis en branle, je veux bien, mais je vous donne l'exemple récent. Là, on a étudié ce matin, on a regardé un des projets de loi qu'on devra discuter et dont on devra débattre à l'automne, c'est celui qui touche les pharmaciens. Qu'on veuille s'asseoir avec les pharmaciens pour leur demander de contribuer à l'effort commun que tout le monde fait pour remettre les finances publiques en santé, je suis d'accord. Mais il y a une façon de faire les choses, là. On ne discute pas 2 heures avec ces gens-là pour le lendemain leur envoyer, passez-moi l'expression, mais en pleine gueule, un projet de loi qui dicte unilatéralement la façon dont on va s'y prendre. Les pharmaciens, là, c'est pas tous des multimillionnaires, là. C'est des entrepreneurs, ils créent des emplois, ils rendent un service de première ligne à la population. Si demain matin, là, les pharmaciens décident unilatéralement de ne plus faire de piluliers, parce qu'ils sont pénalisés quand ils font des piluliers, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait un accident dans une résidence de personnes âgées? Est-ce qu'on va remettre en question toute la posologie puis la prise adéquate des médicaments chez les gens qui sont malades? Est-ce qu'on va prendre ce risque-là? On n'agit pas comme ça et on ne traite pas des citoyens comme ça. On ne traite pas des citoyens, qu'ils soient pharmaciens, qu'ils soient médecins de clinique familiale ou qu'ils soient citoyens comme vous et moi. On ne traite pas les citoyens avec si peu de respect. Moi, je ne peux pas admettre qu'en 2015, l'État agisse ainsi. Bon, le gouvernement, au-delà de l'austérité, parlait beaucoup durant la campagne électorale de création d'emplois et d'économie. Même hier, en fait, en début de semaine, on voyait le premier ministre Couillard qui revenait de Belgique et qui parlait même davantage de sécurité. Puis en même temps, c'est un peu normal parce qu'on voit un peu ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc, il y a des préoccupations à l'égard de la sécurité. Mais est-ce que la sécurité, finalement, va un peu occulter les priorités en matière de développement et d'emploi? Bien, ils sont très en retard sur une politique économique qui va viser justement à créer des emplois, là. Puis c'est pas en menaçant les pharmaciens qui risquent de supprimer des emplois qu'on va y arriver, là. Mais il n'y a pas de politique économique pour motiver l'emploi, l'embauche et le développement économique. Il n'y en a pas. Ouais. On nous en promet une politique, là, on va voir ce que ça donne. Il est évident que la sécurité,
c'est revenu sur la map. Il est évident que la laïcité de l'État va reprendre, certainement, ne serait-ce qu'avec les débats qui vont se faire à l'intérieur du Parti québécois sur qu'est-ce qu'ils vont proposer, les différents candidats et tout ça. Et c'est une préoccupation de la population en général. On a peur. On a vu des accidents pas très loin de chez nous, hein? Même chez nous. Alors, c'est sûr que c'est une préoccupation. Les gens veulent se sentir en sécurité, puis ils ont le droit. Mais c'est deux choses complètement différentes. Bon, vous avez travaillé longtemps dans le domaine des médias. Quelle a été votre réaction à la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris? C'était quoi votre réaction? Bien, pour quelqu'un qui a travaillé dans les médias et qui a travaillé autant à préserver la liberté éditoriale des médias, hein, et j'en ai fait des combats à ce chapitre-là, autant je l'ai fait pour des journalistes qui travaillaient chez nous et qu'on ne voulait certainement pas museler, autant on a une responsabilité sociale quand on détient un média et on a une responsabilité d'informer équitablement puis justement la population. Mais c'était un grand coup parce que là, on s'est attaqué directement à la liberté d'expression des gens qui faisaient des jokes, là. Des gens qui faisaient des jokes, là. C'est des farces, les caricatures, là. Alors là, ça, c'est épeurant. Ça, là, j'admets que quand tu entends ça, là, puis que tu sois un simple citoyen ou quelqu'un qui est impliqué dans les médias, c'est choquant pour quiconque, là. Alors, c'est épouvantable. Ça ne peut pas être toléré dans une société évoluée, c'est impossible. Bon, puisqu'on parle de médias, on le sait, vous l'avez dit tantôt, le Parti québécois est en pleine course à la direction. Bon, il y a un joueur de moins, M. Lisée, qui est un ancien journaliste. Il y a un propriétaire de presse qui, lui, est toujours là, bien en selle. Les sondages le portent déjà vainqueur. Et Jean-François Lisée dit, oubliez la course, il est déjà élu. Bon. C'est fini. Sauf que le débat entourant les propriétés médiatiques de Pierre-Carl Péladeau ne sont toujours pas réglés. Le gouvernement libéral a tenté de renvoyer la balle au conseil de presse, à la chaire de l'université également. Bref, il n'y a personne qui veut régler le problème. Ultimement, de quelle façon les parlementaires vont-ils régler cette problématique-là qui pourrait grossir dans l'éventualité où Pierre-Carl Péladeau obtient des fonctions, disons, plus élevées qu'en ce moment? Écoutez, moi, je ne peux pas dire que j'ai souvent partagé les opinions de M. Lisée, mais dans le cas, à l'occasion, quand il s'est exprimé sur la bombe à retardement que représentaient les propriétés d'information de M. Péladeau, je suis complètement d'accord avec lui. C'est une situation, c'est une première dans l'histoire du Québec, en tout cas. Là. Je comprends que ça s'est produit ailleurs, mais faisons pas de mauvaises comparaisons. C'est une situation qui est nouvelle et qui représente certainement des risques. Alors, il va falloir que les parlementaires s'y penchent. Il va falloir que le gouvernement s'y penche. Là, je sais que le Centre d'études des médias a choisi de ne pas s'impliquer. Je ne les blâme pas, là. C'est une boîte de crabes. C'est un panier de crabes. La fiducie sans droit de regard, c'est pas suffisant? Moi, je pense que ça va prendre des assurances de murs, d'étanchéité entre lui, entre les conseils d'administration, les gestionnaires, les salles de presse. C'est vraiment, c'est l'équivalent de couper tout contact, là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de la part de la coalition Avenir Québec et du Parti libéral d'aller jouer là-dedans et que la perception soit à l'effet que, bien là, on sait bien, c'est des adversaires politiques, donc on veut un peu anéantir notre adversaire potentiel. Est-ce que ça ne crée pas un déséquilibre dans le rapport de force que vous avez comme député de la coalition ou même du Parti libéral? Il y a certainement un risque là, et je pense que c'est pour ça que, tant le gouvernement et avec notre accord, on a cherché à trouver une instance neutre pour justement ne pas en faire qu'un débat Péladeau, là. Parce que là, c'est la situation de M. Péladeau qui détient un empire très imposant, là. Dans les faits, là, cet empire-là, là, ça peut faire ou défaire une élection, on s'entend? Ça peut faire ou défaire un gouvernement. Mais les organismes neutres, vous l'avez dit tantôt, c'est un panier de crabes. Donc, les organismes neutres ont flairé, disons, la mauvaise affaire. La mauvaise affaire, malheureusement. Et là, on tourne en rond, là. Bien là, on tourne un peu en rond. On va voir ce que M. Fournier va nous proposer comme prochaine étape, là. Mais il est évident que c'est chaud. Mais là c'est le cas de M. Péladeau. Mais demain matin, là, moi, admettons que je suis très indépendante de fortune, là. Puis je décide d'acheter les journaux locaux qui publient dans mon comté.
est-ce que c'est pas aussi une situation un peu dangereuse pour les gens qui souhaiteraient compétitionner avec moi comme pour devenir député du comté? Ça serait tout aussi fatigant, là. Mais il y a des régions au Québec où ça pourrait se passer, là. Donc, il faut faire attention. Bon, puisqu'on parle du comté d'Iberville, quels sont les enjeux, les priorités pour 2015? Est-ce que les maires vous ont fait un peu leur liste d'épicerie? Oui. Parce que vous avez quoi, une vingtaine de municipalités? 16. Ah, 16, c'est vrai. 16. Avec les fusions, ça a baissé. On Ça a a déjà été 16. 28, hein, vous Oui, savez. ça a déjà été Donc, on est plus rendu que à ça. 16 avec les fusions. On Donc, est rendu à 16, est-ce que oui. les 16 maires vous ont fait part de leur liste d'épicerie? Je les ai Ouais. rencontrés au cours de l'automne. Je les vois très souvent. Je les consulte beaucoup. On connaît les dossiers dans chacune des municipalités. Il y en a plusieurs sur lesquels on a travaillé. Il y avait la problématique de l'école à Saint-Césaire qui avance très bien, qui à toute fin pratique est réglé, l'agrandissement de l'école. Il y a le centre sportif de Saint-Césaire qui va continuer d'être une priorité. Il y a des problèmes de garderie partout. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, il y en a, là, c'est à l'étendue du comté. Il y a des problèmes d'accès à des soins de santé. Il y avait un beau projet qui était très bien ficelé à Marieville, qui malheureusement n'a pas passé au ministère. Il faut creuser, il faut fouiller pour voir qu'est-ce qu'il y avait de pas correct. Alors, il y en a beaucoup de projets. Il y en a à Venise, en Québec, il y en a beaucoup. Naturellement, là, on ne connaît pas encore, puis les fonctionnaires à Québec, on n'a pas le budget encore pour l'année 2015-2016. Donc, les crédits ne sont pas votés. Donc, on ne sait pas si les programmes d'infrastructure, de quoi ils vont avoir l'air. Écoutez, juste avant les fêtes, là, j'ai rencontré, juste après les fêtes, pardonnez-moi, le regroupement des organismes communautaires. Moi, j'ai appris une chose depuis que je suis députée, là. Je n'ai pas appris à me chicaner à Québec, à l'Assemblée nationale. Je le sais comment me chicaner. Je me suis chicanée pendant 42 ans dans l'industrie des médias. Je n'ai pas appris ça. Mais j'ai appris une chose extraordinaire que je ne connaissais pas, que j'ai apprise en vivant en région puis en vivant dans le comté d'Iberville. C'est ma capacité d'éprouver de l'admiration pour les gens ordinaires qui s'impliquent dans leur communauté. J'ai rencontré les organismes communautaires depuis que j'ai été élue. On en a supporté une 50aine dans leurs activités. Et moi, là, force m'est de constater là, que si ces organismes-là n'existaient pas, là, en aucun cas, le système pourrait prendre la relève. Ni humainement, ni financièrement, ce serait impossible. Alors moi, j'ai une admiration extraordinaire pour ces gens-là et ils n'ont aucune idée de l'avenir qu'on leur réserve dans le système. Aucune. Il y a eu une rencontre, ils nous ont invités, tous les députés, après les fêtes, on est allé les rencontrer. Malheureusement, le député libéral ne s'est pas présenté. C'est peut-être lui qui avait le plus de réponses pour leurs questions. Mais ça, moi, je pense qu'il faut se battre pour ça, là. Il faut les défendre, les organismes communautaires, et on en a besoin. Madame Sanson, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne session parlementaire. On va travailler fort. Et au plaisir de se revoir peut-être quelque part à la fin du printemps. Quand vous voulez. Merci. Merci. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une nouveauté. Ça s'appelle les matinées de l'innovation. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. C'est le lancement des matinées de l'innovation, des ateliers sur la recherche et le développement. Deux invités pour en parler. D'abord, Mario Hamon, qui est conseiller aux entreprises au Cégep Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. De même que Luc Guérin, président du Centre technologique et industriel du Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est les matinées de l'innovation, messieurs? En fait, ça origine du fait que l'incubateur
le CTIHR veut devenir un incubateur performant. Un incubateur performant, un incubateur industriel pour développer, stimuler des entreprises innovatrices dans la région du Haut-Richelieu. Ça veut dire qu'il faut offrir plus de services à nos incubés. Donc, dans cette optique-là, d'offrir plus de services, le CTIHR, Centre technologique industriel du Haut-Richelieu, avec le H2, son nouvel équipement sur le site de l'aéroport de Saint-Jean, veut offrir de la formation, de l'initiation à la recherche et développement. Et pour y arriver, donc, on se rapproche de la maison Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, qui offre des services de formation continue et qui aussi est agréé pour faire de la recherche et développement. Donc, je vais laisser Mario parler des matinées et puis on pourra poursuivre sur le H2. Donc, qu'est-ce qu'on va offrir aux entreprises directement? En fait, l'objectif fondamental au niveau des matinées de l'innovation, c'est de proposer aux entreprises à caractère industriel, donc davantage des entreprises dans le secteur de la transformation, d'initier un projet au niveau de la recherche et le développement. Il y a une foule d'entreprises dans la région qui, par exemple, ont développé des procédés inédits, du nouvel appareillage, du nouvel équipement. Souvent, ce sont de petites entreprises qui ont peu de moyens pour développer, pour initier, pour innover. Ils innovent, mais souvent, ce sont des choses qui sont laissées en plan. Et donc, comme nous, à la formation continue, on intervient en entreprise, donc on est au fait de ces données-là. On s'est donc associé avec le CTIHR pour proposer les matinées d'innovation. Les matinées d'innovation vont être animées pour chacune des matinées par 2 personnes. Donc, des gens parmi eux, il va y avoir des enseignants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu qui font de la recherche appliquée. Et il va y avoir également des gens à l'externe. Donc, chacune de ces ateliers-là, en fait, elle se découpe en 4 ateliers. Donc, le premier atelier va porter sur l'écosystème, donc les grands concepts qui sont liés à l'innovation, parce que, d'une part, lorsqu'on fait de l'innovation, il faut quand même être en mesure de départager de quoi s'agit-il vraiment lorsqu'on fait de l'innovation, l'importance d'en faire, encore une fois, si on veut maintenir une certaine compétitivité, si on veut une pérennité de son entreprise, on doit faire de l'innovation. Donc, ça circonscrit minimalement le premier atelier. Le second atelier va porter sur un autodiagnostic de l'entreprise, donc une forme d'introspection. De qui parle-t-on lorsqu'on parle de cette entreprise-là, au niveau de ses forces, ses faiblesses, de ses caractéristiques, de ses compétences, de ses ressources. Il y a des réalités propres à chacune des entreprises en fonction de la taille. Donc, c'est important de dire que l'autodiagnostic est une façon pour l'entreprise de voir dans quelle mesure elle peut amener un projet à terme aussi. Autrement dit, on regarde ce qui se passe ailleurs, après ça, on se regarde soi-même. Oui, et voilà. Et là, la 3e et la 4e étape? Je dirais que le 3e atelier, ou la 3e matinée plutôt, c'est le cœur des matinées d'innovation. On parle de la chaîne de production. Donc, ce sont toutes les étapes inhérentes à la mise en place d'un projet de recherche et développement. On peut comprendre qu'un projet de recherche et développement peut s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Je parlais justement pas plus tard qu'aujourd'hui avec un entrepreneur qui, je crois que son premier brevet, l'obtention d'un premier brevet dans un pays, ça lui a pris 5 ans. Donc, c'est dire en termes de durée que ça peut être difficile, il faut être persistant. Et la 4e matinée, là, ça va porter sur la propriété intellectuelle. De quoi parle-t-on lorsqu'on veut juste... On parlait des brevets il y a 2 secondes. Donc, de quoi parle-t-on précisément dans le temps? Qu'est-ce que ça prend? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour réalistement dire oui, on a l'énergie, on a les compétences pour mener à terme? Quand on parle de recherche, de développement, d'innovation, quelle est la proportion qu'une entreprise devrait allouer dans son budget annuel d'opération? C'est quoi, on met 10 là-dedans, on met 20 C'est quoi? Parce que je pense que tout le monde convient qu'il faut investir du temps et de l'argent là-dedans, parce que ultimement, c'est peut-être ce qui va sauver l'entreprise dans 5 ans ou assurer une pérennité. Mais parfois, la vie va vite, puis parfois, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Donc, on peut avoir des bonnes idées, mais on n'a peut-être pas toujours le temps et l'argent d'y mettre. Mais, M. Guérin, de quelle façon les gens doivent-ils investir du temps là-dedans? En fait, dans le cas des grandes entreprises, on peut y aller avec un ratio de pourcentage de 5 10 ou 1 ou 2 selon le cas.
Mais ici, on s'adresse à des PME, on s'adresse à des gens qui n'ont pas encore fait de recherche et développement, mais qui là, sont dus pour en faire. Ouais. On sait qu'il y a beaucoup de programmes gouvernementaux pour favoriser la recherche et développement, des crédits d'impôt et tout ça. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est d'identifier le projet de recherche et développement qu'on veut faire, de le quantifier, d'arriver avec une démarche avant d'accéder à ces programmes-là. Parce que on a parlé beaucoup de plans d'affaires. La plupart des entrepreneurs ont un plan d'affaires et doivent le remettre à leur banquier pour avoir des emprunts, avoir du financement. Mais là, quand on parle de recherche et développement, on parle aussi de la même chose. Il faut initier une démarche, il faut avoir un plan de recherche et développement, il faut avoir un plan d'innovation. Et c'est le but Et avec le plan, là, on va voir le montant et l'échéance. Si c'est un... Et selon les crédits disponibles, selon les subventions disponibles de la recherche et développement, on ne peut pas, pour une PME ou quelqu'un qui n'en a pas encore fait, dire que ça prend 5 du chiffre d'affaires ou 5 des 10 des profits qu'on va réinvestir en recherche et développement. Ça c'est l'étape ultérieure. Prenons peut-être une figure de style que les gens connaissent bien dans le domaine des technologies, notamment les fameux iPhones. On regarde ça au temps où BlackBerry a dominé le marché, puis après ça, ils se sont fait carrément, clenchés par le compétiteur, et BlackBerry ne s'en est jamais vraiment remis. Donc, voilà un exemple. Est-ce que BlackBerry aurait dû peut-être investir davantage en recherche et en développement? Parce que visiblement, le Z10 et le Q10, ça n'a pas suffi à la tâche. Et là, c'est Samsung qui est en train de faire mal à iPhone, à Apple. Donc, ça, c'est un exemple international. Mais localement, ici, une PME qui a 20, 30, 50 emplois, puis qui fait de l'argent, les affaires vont bien, mais il y a toujours un risque que le compétiteur invente un truc plus beau, plus plaisant, moins cher, je ne sais pas. Bien, en fait, je poursuis au niveau du pourcentage. Moi aussi, je ne serais pas très à l'aise de dire qu'il y a un pourcentage à investir au niveau de la recherche et le développement. Par contre, lors d'une des matinées, justement, on fait un autodiagnostic parce qu'il faut, avant même de dire on va y investir 5, 10, 15, 20 de nos revenus, il faut quand même savoir d'où on part, quels sont le capital humain dont on dispose à l'intérieur même de l'entreprise, qui va y travailler, aussi de se faire un calendrier, de se faire un plan d'attaque dans le temps et de s'y tenir. Ça, c'est... Vous avez parlé tantôt d'incubateur. Juste pour qu'on vulgarise comme il faut, bon, vous êtes situé à l'aéroport municipal de Saint-Jean. Pour la moyenne des ours, là, un incubateur, c'est quoi? Un incubateur industriel, c'est un endroit qui offre des espaces industriels partagés. Okay? C'est un local qui est partagé et dont la grandeur du local peut être flexible et adaptée à l'évolution de l'entreprise. C'est un incubateur. Nous, on veut faire un incubateur technologique. On a déjà mis en place des équipements spécialisés pour l'évacuation d'air, pour des compresseurs d'air, on a chambre de peinture, on a toutes sortes de choses. On pense même à installer bientôt un centre d'usinage que les PME vont pouvoir utiliser à temps partagé. Donc, c'est ça, un incubateur, c'est de favoriser la mise en place de services. Bon, il y a les locaux, il y a les équipements, il y a la formation. Les matinées de l'innovation vont être une première démarche, puis il peut y avoir d'autres formations qui vont se faire directement dans l'incubateur pour les services. Il y a le mentorat qu'on va récupérer, le mentorat qui est bien géré par le Centre d'aide aux entreprises, qui va être mis à la disponibilité des incubés. Avec nos 2 immeubles industriels qu'on a à Iberville, plus le H2 sur l'aéroport, on pense avoir une masse critique d'incubés de 8-10 en permanence et qui vont être en rotation. Donc, on va être en mesure d'offrir des services plus, là. Mais aussi, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas offrir des services seulement aux incubés qui vont être dans nos locaux. On voudrait que... on veut que cette section-là de formation et de recherche et développement puisse être accessible aux autres PME de la région. Donc, parce que quelqu'un qui a décidé de ne pas louer dans l'incubateur, il peut avoir droit aux services plus qui vont être offerts.
Dans une année courante, M. Hamman, le service de la formation continue offre quel type de service aux entrepreneurs de la région? Aux entrepreneurs de la région, écoutez, c'est vraiment de tout ordre. Par exemple, actuellement, on offre des formations au niveau du transfert intergénérationnel. Donc, on sait très bien, au Québec, Il y a des enjeux. Il y a des enjeux majeurs. Il y a beaucoup de gens qui vont quitter des entreprises qui détiennent des compétences clés. Donc, nous, on offre un service conseil pour intervenir auprès d'eux. Donc, s'assurer que les personnes qui vont quitter, et par l'entremise d'eux, bien évidemment, les compétences, qu'on puisse documenter de quoi il s'agit et après ça, par la suite, intervenir auprès de la relève là, avec qui on travaille. Ça, c'est un volet. On intervient évidemment dans beaucoup de sphères d'activité. Je pense au génie mécanique, je pense au dessin industriel, je pense à la comptabilité. Donc, on intervient en fonction là, toujours des besoins exprimés par les entreprises et dans les entreprises au moment qui leur convient aussi. Ça peut être tout autant en soirée, de fin de semaine. Donc, On s'adapte. On s'adapte, on est flexible. Alors donc, les 11, 25 février et 11 et 25 mars, au nouvel incubateur, il y aura donc les matinées de l'innovation. Pour information, vous avez les coordonnées au bas de l'écran. Donc, à vous deux, merci infiniment. Et puis, bon succès en souhaitant bien sûr que ça favorise l'essor économique de la région en mettant bien sûr des efforts sur la recherche, le développement et bien sûr l'innovation. Merci. Merci. Bonsoir. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous êtes amateur de plein air et de sport extrême, la tournée Banff va s'arrêter au Théâtre des Deux-Rives le mercredi 4 février. Chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous voyez la grille horaire à l'écran. Également, vous mentionnez le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct. Il y aura une exception pour le dimanche 1er février. La cagnotte totale sera de 4 000, donc la carte pleine à 2 500. C'est une exception pour le dimanche 1er février. Soyez du rendez-vous. Bye-bye.